Bonjour, c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Aujourd'hui, on va continuer notre paysage au pastel en perspective. Donc, on réalise ce paysage au pastel sec sur le papier pastel coloré. Je vous rappelle qu'il existe la première et la deuxième partie de ce cours. Vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube et bien sûr, je vais vous mettre les liens sur la partie 1 et la partie 2 au-dessous de cette vidéo. Comme je ne mets pas mes vidéos en accéléré, je suis obligée parfois de partager un cours sur quelques vidéos pour tout simplement pouvoir les publier facilement sur YouTube. Donc, comme d'habitude, je vous conseille de regarder cette vidéo en entier et après revenir vers les points les plus techniques, car comme ça, on intègre mieux l'information. Donc voilà, on continue notre travail. Et ici, à cette étape, je voudrais vous reparler encore de la perspective, car pour un paysage comme ça, c'est une chose vraiment primordiale. Donc voilà, je voudrais vous montrer ce que j'appelle les plans. Ici, quand j'ai couvert déjà pratiquement toutes les surfaces de ma feuille avec les couleurs, je peux distinguer très facilement les plans. Et on va voir quelle est la différence tout d'abord pour la perspective atmosphérique. Donc voici, vous voyez les plans. Quand vous travaillez sur un tableau ou sur un dessin, vous pouvez en fait séparer votre espace du tableau en beaucoup de plans. Vous pouvez avoir de 3 jusqu'à vingtaine de plans. Ici, pour que ce soit plus facile, je vais séparer ce tableau en 4 plans. Donc voilà, le premier plan, deuxième, troisième et quatrième plan. Et maintenant, regardons la différence entre ces plans. Je ne veux pas dire que quand vous travaillez, il faut vraiment dessiner les carreaux des plans, mais parfois, pourquoi pas, si vous débutez en dessin ou en peinture, vous pouvez marquer sur le bord, par exemple, de votre feuille, voilà, jusqu'où vous considérez que c'est le premier plan, après le deuxième, le troisième, etc. Comme ça, ça sera plus facile tout au début de comparer, par exemple, les ombres de premier plan avec les ombres de deuxième plan, les ombres de troisième plan avec les ombres de quatrième ou les ombres de troisième avec les ombres de deuxième plan. Donc, comme ça, vous pouvez voir vraiment les différences et vous poser des questions. Est-ce que je suis vraiment, pour séparer ces plans, les règles de la perspective atmosphérique? Mais bon, d'habitude, quand vous travaillez sur un tableau, ça se fait automatiquement. C'est juste, si vous débutez vraiment dans la peinture ou dans le dessin, c'est une astuce que j'ai inventée pour mes élèves, pour qu'ils puissent comparer vraiment les plans, ne pas se perdre dans les plans. Parce que dans chaque plan, on peut avoir par exemple les ombres qui ressortent, mais elles appartiennent quand même à ce plan. Donc voilà, c'est juste une astuce pour comparer les plans. J'ai déjà parlé de ça dans les vidéos précédentes de ce cours, mais je vais répéter encore que voilà, pour voir les différences des plans dans les perspectives atmosphériques, on doit comparer par exemple les ombres avec les ombres, la lumière avec la lumière, l'intensité des ombres. Donc je vous rappelle que plus l'objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il devient clair, les ombres deviennent plus claires, ses contours deviennent plus flous, on voit moins de détails et l'objet devient un peu plus bleu. Ici, par exemple, dans ce tableau, vous pouvez voir que la forêt tout au bout sur la ligne d'horizon, elle a la couleur bleue et violette. Mais c'est la même forêt, il y a les mêmes arbres dans cette forêt, mais ils sont devenus, on ne distingue plus les arbres et ils sont devenus bleus. Je vous rappelle que l'air a la couleur bleue et l'air n'est pas à 100% transparent. Donc c'est pour ça qu'on voit cette différence des couleurs et des valeurs en fonction de l'objet qui s'éloigne vers la ligne d'horizon. Je vous rappelle que la ligne d'horizon, c'est la ligne de nos yeux. Ici,
je regarde ce jardin médiéval du donjon, de très haut, de l'auteur de l'immeuble de peut-être 6 étages. Donc vous voyez, la ligne d'horizon se trouve très haut. Je vois beaucoup de terre devant moi. Mais si je vais me mettre très bas, je vais me mettre assise, je ne verrai pas du tout ce paysage. Je verrai juste le mur d'une maison devant moi, pas plus. Parce que ma ligne d'horizon, elle sera très basse. C'est toujours la ligne de nos yeux. Et toutes les lignes de la perspective linéaire vont vers la ligne d'horizon. Bien sûr, je ne vais pas prendre les cas ici des collines ou de la terre, du chemin penché, du chemin qui va du haut vers le bas. Là, la perspective sera un peu différente parce qu'on verra les points de fuite qui vont se trouver plus haut ou plus bas que la ligne d'horizon. Mais ils auront toujours sa projection sur la ligne d'horizon. Je vais vous mettre l'article où j'explique tout ça au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez aller le consulter facilement. Au-dessous de cette vidéo, je vais vous mettre bien sûr tous les articles concernant les perspectives atmosphériques et la perspective linéaire. Donc voilà, toutes les lignes vont sur la ligne d'horizon, toutes les lignes de la perspective. Comme vous pouvez le voir, dans ce paysage, on utilise les perspectives avec un point de fuite. C'est les perspectives en fait assez rares. On voit plutôt dans notre vie la perspective avec 2 points de fuite. Donc la perspective avec un point de fuite, elle apparaît quand disons le mur par exemple, si on prend la maison, un des murs de cette maison, il se trouve à 100% parallèle à notre vision. Nous, on est devant un mur qui est complètement parallèle pour nous, qui se trouve à 100% perpendiculaire par rapport à la direction de notre regard. Ici, c'est pratiquement le cas. Bien sûr, vous pouvez dire que c'est pas à 100% parallèle, donc oui, effectivement. Alors, on peut éventuellement trouver deuxième point de fuite. Mais dans le paysage comme ça, on a un seul point qui sera visible, c'est un point de fuite où iront toutes les lignes du jardin et de la maison. D'ailleurs, pour la maison et pour le jardin, c'est pas du tout la même point de fuite, car les carreaux du jardin et la maison, les murs de la maison du premier plan, ils ne se trouvent pas sur la même perpendiculaire par rapport à notre regard. Et oui, encore, effectivement, on peut trouver deuxième point de fuite, mais dans ce paysage, c'est pas très important. Donc voilà, on va s'arrêter à un point de fuite pour ce paysage. De toute façon, je vais vous mettre tous les articles où j'explique les règles de la perspective avec un point de fuite, avec 2 points de fuite, les perspectives aériennes ou les perspectives atmosphériques au-dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à aller les consulter. Donc voilà, on voit ici les lignes qui vont vers la ligne d'horizon, les lignes de la perspective. J'ai souvent les questions de mes élèves. Est-ce que j'ai vraiment besoin, quand je dessine un paysage d'après nature, par exemple, de construire les lignes de la perspective? Donc la réponse, oui, si vous débutez. Et pas forcément si vous avez déjà assez d'expérience pour mettre les objets, placer les objets correctement par rapport à la perspective, aux lignes de la perspective. Mais bon, vous savez, même les artistes peintres très expérimentés dessinent quand même souvent, quand ils construisent les paysages, les natures mortes, le portrait, pourquoi pas, les lignes de la perspective. Donc il n'y a rien de mal de construire ces lignes. Aussi, il y a les choses que, par exemple, si vous dessinez une maison et les murs de cette maison, par exemple, ne sont pas parfaits. En fait, il n'y a rien qui est parfait dans la nature. Et par exemple, dans les vieilles maisons, les fenêtres ou les rampes ou quelque chose, les détails de la maison peuvent ne pas forcément être dans la perspective parce qu'ils sont penchés ou voilà. Il y a toujours la perspective, mais ils ne sont pas rentrent dans la construction, disons, idéale, carrée ou rectangulaire.
pour avoir une perspective très visible. Donc, en ce cas-là, il vaut mieux de construire comme si c'était par exemple une fenêtre qui était à 100% correcte par rapport à la perspective et après corriger déjà votre construction par rapport à ce que vous voyez d'après nature. Mais bien sûr, si vous avez déjà énormément d'expérience et vous savez construire tout en perspective, vous sentez où vont toutes les lignes de la perspective, bon, vous pouvez bien sûr dessiner de suite cette fenêtre ou cet détail qui visiblement ne va pas dans la perspective.
Je vous avais déjà parlé du fait que la peinture est subordonnée au dessin. Donc, sans dessin, il n'y a pas de peinture. Sans valeur juste, sans valeur écrite juste, la peinture sera déséquilibrée. Et ici, comme vous pouvez le voir, par exemple, pour dessiner tel ou tel détail, pour dessiner les ombres, pour dessiner la forme, pour corriger la forme, souvent, j'utilise la couleur foncée, la couleur de sous-couche, en fait. Ça peut être la couleur noire, ça peut être la couleur grise mais très foncée, ça peut être la terre de Sienne brûlée, sépia, la terre d'ombre brûlée, toutes les couleurs foncées, en fait. Et j'utilise ça pour ensuite recouvrir par une autre couleur pour rendre la couleur qui va se mettre par-dessus plus foncée, tout simplement. De temps en temps, je peux même laisser quelques traits foncés tels quels. Je ne les recouvre pas avec une autre couleur parce que voilà, je considère qu'ils sont bien comme ça. Mais souvent, je les recouvre par-dessus avec une autre couleur pour intégrer dans la surface et donc pour rendre la couleur que je mets par-dessus plus foncée. Et donc, quand vous travaillez sur un pastel, mais bon, c'est pareil pour n'importe quelle technique de peinture, si vous voyez qu'il faut bien dessiner quelque chose, qu'il faut corriger la forme, n'hésitez pas à le faire. Parfois, les artistes qui débutent, ils n'ont pas forcément de courage de corriger la forme parce qu'ils considèrent que voilà, il y a quelques traits, quelques coups de pinceau, quelques couleurs qui sont bien, mais voilà, la forme n'est pas forcément correcte, ils ne le corrigent pas parce que voilà, ils ont peur de faire des bêtises. Mais vous savez, on ne doit pas regarder chaque trait ou chaque coup de pinceau isolé. On peut avoir un coup de pinceau ou un trait ou même une partie de notre tableau qui est super joli, mais en contexte du tableau en entier, ça ne va pas du tout parce que peut-être les couleurs ne sont pas bonnes par rapport aux autres couleurs du tableau. Peut-être le dessin n'est pas trop correct. Et là, le fait de garder quelques coups de pinceau ou quelques traits qui sont bien, ça peut gâcher toute la peinture. Donc, en ce cas-là, il faut quand même consacrer, consacrer ces quelques tâches qui sont jolies, ou bien même les objets qui sont jolis, ou voilà, un morceau de tableau qui est joli, pour corriger la forme, pour avoir les visions globales justes, une bonne vision du tableau en entier. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a vraiment un souci de dessin, de corriger, même brusquement, corriger votre peinture ou votre pastel et par-dessus déjà repeindre ou redessiner correctement. Et pour corriger, j'utilise souvent ou bien les couleurs foncées, comme ici, les couleurs que j'utilise pour les ombres, ou bien les couleurs claires. Ça dépend des endroits où je veux dessiner. Par exemple, les couleurs claires, si on met par-dessus une autre couleur, par exemple par-dessus d'une couleur blanche ou d'une couleur qui ont des nuances rose ou ocre ou jaune, mais la couleur quand même très très claire, avec le pourcentage, avec très très grand pourcentage du pigment blanc. Donc comme ça, si je mets une couleur par-dessus, j'éclaircis la couleur que je mets par-dessus de cette couleur. Vous pouvez également bien sûr éclaircir la couleur, mettre par exemple la couleur bleue et mettre par-dessus une des nuances de la couleur blanche. Et comme ça, vous allez éclaircir un peu la couleur qui est au-dessous. Mais ça marche pas pareil si vous mettez la couleur claire et par-dessus vous mettez n'importe quelle couleur, la couleur que vous mettez par-dessus va devenir plus claire. Ici, je parle du pastel uniquement parce que parfois dans la peinture à l'huile ou la peinture acrylique ou même dans l'aquarelle, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, ce que j'ai voulu vous dire que voilà, n'hésitez pas à corriger si vous ne trouvez pas la vision globale de votre tableau juste. Et le dessin est toujours plus important que la peinture. Quand je dis le dessin, je veux dire une bonne construction.
Parce qu'il y a le dessin comme dessin au crayon, dessin au pastel, aussi ça peut exister. Parce que le pastel, c'est entre les peintures et le dessin.
Et ensuite, je voudrais vous parler encore d'une chose très importante pour avoir les visions globales de votre tableau, pour voir votre tableau unifié, pas fractionné. C'est quand on travaille sur l'ombre, par exemple, on change les couleurs sans changer leur valeur de gris. Ou c'est pareil pour la lumière. Bien sûr, on va rajouter telle ou telle nuance de valeur de gris, rendre tel ou tel endroit plus clair, tel ou tel endroit plus foncé, c'est normal. Mais dans le contexte, par exemple, des ombres, j'ai déjà parlé dans le cours précédent, dans les vidéos précédentes de ce cours, qu'on doit choisir toujours, est-ce qu'on travaille sur les ombres ou sur la lumière. Si on détaille la lumière, on doit unifier, aplatir même les ombres. Et à l'inverse, si on détaille les ombres, on doit aplatir, unifier les parties éclairées. Et donc, par exemple, dans un contexte des ombres, pour ne pas rendre les ombres fractionnées, on peut mettre beaucoup de couleurs. On n'est pas obligé de dessiner, par exemple, une ombre avec une seule couleur. Et encore plus, il est très désirable de rajouter plusieurs couleurs. Mais on met ces couleurs à pratiquement de même valeur. Je dis pratiquement parce que dans l'ombre, on peut voir les reflets, ou voilà. Mais on doit quand même unifier l'ombre. Donc, on change les couleurs sans changer les valeurs. Par exemple, la couleur rouge peut avoir les mêmes valeurs de gris, que la couleur bleue. Et la couleur d'ocre, éventuellement, il peut avoir les mêmes valeurs que la couleur bleue. Et c'est pareil pour la couleur bleue, qui peut être aussi claire, par exemple, que la couleur jaune. Ça dépend si vous rajoutez un peu plus de blanc, un peu plus de couleurs foncées dans ces couleurs. Donc, on peut avoir les mêmes valeurs de gris de ces couleurs. Par exemple, si on met à côté les couleurs de même valeur, par exemple le rouge, le bleu et l'ocre, disons, ou le vert. Si on transmet notre
ces couleurs. Par exemple, si on prend en photo ces couleurs et on fait cette photo en noir et blanc, on ne verra pas de différence entre ces couleurs. On verra ça comme une seule couleur. Alors que quand on reconvertit cette photo en noir et blanc en photo colorée, on verra qu'il y a au moins 3 couleurs, rouge, bleu, vert, éventuellement ocre, qui sont différentes. Mais ils ont les mêmes valeurs de gris. Et ça, c'est très important à retenir. C'est valable pour n'importe quelle peinture ou pour le pastel. On change les couleurs sans changer les valeurs. Et bien sûr, il y a les endroits plus clairs, plus foncés. Là, bien sûr, on peut rajouter la couleur plus claire, la couleur plus foncée, en suivant des règles du volume. Mais quand même, pour unifier, on doit toujours garder dans la tête que quand on rajoute beaucoup de couleurs dans un même endroit, on doit quand même les unifier par rapport aux valeurs de gris. Quand je dis mettre beaucoup de couleurs, vous savez, si on regarde les tableaux des peintres pointillistes, on voit qu'ils travaillent avec les petits traits, petits coups de pinceau tout petits. Et ils montrent dans leur philosophie, le monde, il vibre, il est composé de ces petits, disons, pixels, taches de lumière qui fait le monde, qui font notre vision du monde. Et donc là, dans le pointillisme, si chaque coup de pinceau, petit coup de pinceau, parce qu'il y a tant de couleurs qui vibrent, pratiquement chaque point, il n'a pas de même nuance de couleur. Si chaque point, il sera de valeurs différentes, on verra plus de peinture, on verra plus de toile ni du sujet. Ça va faire un désordre. Et là, l'artiste, il change les nuances de telle ou telle couleur sans pratiquement changer les valeurs.
Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Les 7 secrets de l'artiste peintre professionnel. Je vous mets le lien de téléchargement au-dessous de cette vidéo. Au-dessous de cette vidéo, je vais vous mettre encore plusieurs articles et les liens sur les vidéos qui peuvent, à mon avis, vous aider davantage. Sur mon blog Apprendre la peinture avec Elena, je publie régulièrement les articles qui sont à 100% gratuits et qui donnent beaucoup d'informations sur les techniques et sur les bases fondamentales de la peinture et du dessin. Donc, n'hésitez pas à venir les découvrir et les consulter. Je vous invite également à vous abonner sur ma chaîne YouTube et cliquer sur une cloche pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos. Sur ma chaîne, je publie les vidéos sans les mettre en accéléré pour que vous puissiez voir toutes les finesses de la technique. Et j'essaie de faire tout mon mieux pour vous aider avec mes conseils, avec les démonstrations, pour vous aider à apprendre et à développer votre créativité. Et bien sûr, au-dessous de cette vidéo, dans les commentaires, vous pouvez me poser vos questions, ainsi qu'au-dessous des articles de mon blog. Et je vais faire tout mon mieux pour vous répondre le plus vite possible et pour vous aider.
Maintenant, on se rapproche à l'étape finale de notre tableau. À l'étape finale, on doit unifier notre tableau. On doit rajouter ou effacer les détails. Maintenant, on doit faire tout pour avoir les visions globales de notre tableau. Le regard de votre spectateur doit tout le temps revenir vers votre tableau. Faites vraiment attention à ça. Au niveau de la composition de votre tableau, vous devez faire tout pour que le regard du spectateur ne ressorte jamais de la surface de votre tableau. Si le regard du spectateur est parti de votre tableau, il ne reviendra plus. Donc, il faut faire de façon pour retourner tout le temps, votre spectateur, son regard vers le tableau pour qu'il continue son chemin, pour qu'il continue à découvrir l'histoire que vous avez dans votre tableau, pour qu'il découvre ce que vous voulez transmettre à votre spectateur. Également, au-dessous de ce cours, je vous ai mis un article sur la composition de dans la peinture. Bien sûr, là, c'est assez court. Dans ma formation, devenez l'artiste que vous rêvez d'être. Là, il y a un module en entier qui parle de la composition, car une bonne composition, c'est une chose primordiale. Bonne composition, c'est 95% de réussite. Mais dans cet article, je donne quand même des informations importantes sur les formes de la composition. N'hésitez pas d'aller les voir. Donc, à cette étape, on fait le tri de nos détails. Quand on regarde le tableau, il vaut mieux à cette étape le regarder le plus possible de loin. Donc là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui est mon personnage principal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui retire le regard du spectateur trop ou pas assez? De toute façon, tout dans votre tableau doit être réglé pour mettre en valeur l'histoire que vous voulez décrire, que vous voulez transmettre à votre spectateur. Et bien sûr, le personnage principal. Dans les paysages, on peut avoir les personnages principaux aussi. Le personnage, c'est pas forcément quelqu'un vivant, un animal ou un humain. Non, ça peut être un arbre, ça peut être la maison, ça peut être l'histoire, le chemin par exemple, ça peut être le personnage principal ou, je sais pas, le ciel. Tout ce que vous voulez. Ce n'est pas les questions d'une forme, c'est les questions de contenu, de ce que vous voulez montrer à votre spectateur. Quelle émotion vous voulez transmettre à votre spectateur. Pensez toujours à ça. Et donc, à l'étape finale, vous devez régler quelque part votre peinture par rapport à ça. Et souvenez-vous d'une règle. Il vaut mieux généraliser, unifier trop que rendre trop fractionné, trop détaillé. Donc, il vaut mieux de consacrer tel ou tel détail au lieu de rendre trop détaillé. Vous voyez, quand je travaille sur les surfaces des murs, j'ai les fenêtres, j'ai quelques pierres qui sont visibles, quelques petits détails, mais je vais tout doucement, je ne les ressorte pas trop, je les mets en contexte quelque part, je les intègre dans la surface de ce mur et je regarde toujours mon tableau en entier, de bord à bord, pour qu'il n'y aura pas de détails qui ressortent trop, qui cassent l'ambiance générale du tableau.
Donc, à cette étape, il vaut mieux d'unifier trop que pas assez. Donc ici, il est très important d'utiliser ce principe. On change les couleurs sans changer les valeurs dans le contexte du tableau en entier. Et vraiment faire attention à les différences des ombres et de la lumière. Si on détaille les ombres, on unifie la lumière. Toutes les parties éclairées du tableau. Et si on unifie les ombres et on détaille la lumière, on unifie toutes les ombres du tableau. Merci d'avoir regardé ce cours. Je vous rappelle que c'est la 3e partie du cours « Comment peindre un paysage au pastel en perspective ». Si vous n'avez pas encore vu les 2 parties précédentes, vous pouvez passer par les liens au-dessous de ce cours, de cette vidéo, et aller les voir. Et si vous avez aimé ce cours, n'oubliez pas de le liker et de le partager. Merci et à bientôt.